Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a donc recadré par courrier ses ministres ce week-end à propos du prochain budget. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Une petite litanie de chiffres quand même pour poser un peu le décor de cette histoire. L'addition des crédits, parce que chaque ministère demande des crédits supplémentaires au Premier ministre et à Bercy, qui sont évidemment revus à la baisse par la suite. Mais ce qui était demandé pour l'année prochaine par différents ministères, quand on fait le cumul, ça atteint pas loin de 30 milliards d'euros. Le problème, c'est que la dépense publique française ne peut pas en théorie augmenter de plus de 20 milliards l'année prochaine, hors charge d'intérêt, pour respecter nos engagements européens. Et sur ces 20 milliards, pardon encore pour les chiffres, mais déjà 9 milliards sont engagés parce qu'il y a plus d'argent pour la défense, 6 milliards pour le ministère de l'Intérieur, etc. Donc il reste 11 milliards là où les ministères en demandent 30. C'est pourquoi Sébastien Lecornu tape du poing. J'ai bien résumé ou pas l'histoire ? Oui, vous avez bien résumé sur cette partie des données et sur cette partie du problème. Mais si on zoome pour regarder les choses encore plus macroéconomiquement, il y a d'autres chiffres qu'il faut donner pour que ceux qui nous écoutent aient bien conscience de la gravité de la situation. Ce que Monsieur Lecornu a rappelé d'ailleurs dans sa lettre de cadrage budgétaire, que ça s'appelle une lettre de cadrage budgétaire, même si effectivement ça ressemblait plus à un recadrage politique et économique. Alors, les recettes nettes sur le budget 2026, pour le budget 2026, les recettes nettes, c'est 319 milliards d'euros. Et les dépenses nettes, c'est 454 milliards d'euros. Ça, c'est le budget, ça va pas être le réalisé, mais ça va être le budget. Ça fait un déficit de 135 milliards d'euros, environ 5% du PIB. Mais si on exprime ça en pourcentage des recettes, c'est 43% des recettes. C'est-à-dire que notre déficit, c'est 43% de nos revenus annuels. Donc, quand Sébastien Lecornu dit dans sa lettre de recadrage à ses ministres, il faut être sérieux. Nous devons être sérieux. Et vous ne pouvez pas afficher, je cite, la méconnaissance de l'urgence du rétablissement des finances publiques. L'urgence du rétablissement des finances publiques. Et donc, c'est bien une lettre de recadrage. Non, c'est une catastrophe ce qui est demandé par les ministères. Et donc, Monsieur Lecornu, il va plus loin dans sa lettre de recadrage et il dit l'essentiel. Il dit, je vous demande de mettre, alors il ne le dit pas comme ça, c'est pas je vous demande de mettre au pas, mais c'est je vous demande de revoir ça avec vos administrations. Et en fait, le problème de notre pays, c'est que ce ne sont pas tant les ministres qui dirigent que les administrations centrales qui dirigent. Et les administrations ne savent pas faire autre chose que chaque fois demander toujours plus et dépenser toujours plus pour un service rendu qui est de moins en moins là. Et là, il va falloir quand même à un moment donné se poser des questions sérieuses. David, je vous prends un exemple pour illustrer ça, qui est un exemple qu'on va sortir de l'actualité. Et l'actualité, c'est l'affaire de cette petite gamine Liana, et c'est le manque de moyens de la justice. Eh bien, je vous dis qu'il n'y a pas de manque de moyens de la justice, et c'est à peu près valable pour tous les ministères de ce pays, pour toutes les agences, pour toutes les années. Il n'y a pas de manque de moyens. Il y a une incapacité à travailler de manière moderne, à se moderniser, à changer les règles pour faire mieux avec moins. Et je vous donne un exemple là-dessus. Dans chaque cabinet de juge, vous avez un greffier. Ce greffier prend en note ce qui est dit alors que n'importe quel boîtier avec intelligence artificielle est capable de le faire aujourd'hui. Donc, à un moment donné, si vous voulez, c'est pas que la question des moyens, c'est la question de la manière dont on travaille, la manière dont on priorise les tâches et les activités. Alors évidemment, si vous courez après Charles, qui est en défaut de contrôle technique, qui est dépassé depuis un an, et que vous mobilisez des gendarmes pour ça, ce qui est mon cas, évidemment, vous courez pas d'être près les vrais méchants. Donc, je suis pas en train de vous dire que ce que j'ai fait était bien. Non, c'est très très mal. J'ai complètement oublié mon contrôle technique. C'est très 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 mal, mais là, pour ça, il y a des gendarmes, je vous assure, il y a des gendarmes pour ça. Donc à un moment donné, eh bien, on priorise les dépenses, ce que demande Monsieur Lecornu à ses ministres, tout comme on priorise ses actions quand on ne peut pas tout faire. Ouais, je suis totalement d'accord avec vous sur le principe. Après, il y a cette réalité des chiffres aussi derrière. Il ne faut pas que la dépense publique française augmente de plus de 20 milliards en 2027.
Il y a ce que je vous ai dit déjà, l'argent pour la défense, pour l'intérieur, mais il y a aussi les dépenses incompressibles, sauf à toucher aux retraites, mais elles vont augmenter du fait du nombre de retraités qui augmente, du fait de l'indexation des pensions sur l'inflation. C'est 8 à 10 milliards d'euros pour 2027. On peut ajouter les dépenses de santé liées au vieillissement, là aussi les traitements innovants, c'est 8 milliards de plus. Donc finalement, les 20 milliards d'euros de marge de manœuvre dont je parlais n'existent pas. Elles ont déjà été, cramées par tout ce que je viens de dire avant. Oui, mais complètement. Mais à un moment donné, David, les caisses, c'est pour ça que je vous ai rappelé qu'on dépensait 43% de plus que nos recettes. Les caisses sont vides. Et donc, il ne s'agit pas de faire de la moraline en disant aux retraités, vous êtes trop payés, mais bon, je rappelle quand même que le salaire moyen des retraités dépasse aujourd'hui le salaire moyen des actifs, ce qui est une moyenne statistique qui ne veut rien dire si ce n'est que c'est une moyenne statistique. Et donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas rémunérer plus l'inactivité que l'activité quand l'inactivité est financée, quand l'inactivité est financée par l'activité. C'est pas de la moraline, c'est pas du bien, c'est pas du mal, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas dire que nos retraités ils gagnent trop, c'est pas dire qu'ils n'ont pas mérité, c'est pas dire qu'ils aident pas leurs enfants. Bien sûr, tout ça est vrai. Vous avez des super retraités, des méchants retraités, des gentils retraités, des vilains retraités. Voilà, vous allez tout retrouver dans cette catégorie comme dans tout le reste de la population. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les caisses sont vides et qu'à un moment donné, l'heure de vérité va arriver. On peut la repousser, c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans. On peut essayer de mettre la poussière sous le tapis, c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans. Mais à un moment donné, il va falloir accepter qu'on ne peut pas indexer toutes les pensions de retraite. Il va falloir qu'à un moment donné, on accepte de dire que la retraite par répartition n'est pas une retraite par capitalisation, que la retraite par répartition fait que par nature, il n'y a pas de réserve de fait. D'accord? On répartit la masse de ce qu'on prélève. Bon. Et quand on ne prélève pas assez sur les cotisations, eh bien on complète par de la dette. Et donc ça, à un moment donné, il va falloir dire que c'est pas possible, ça peut pas durer. Et je rappelle quand même qu'au départ, les pensions de retraite, en 1946, quand c'est la mise en place du programme du Conseil national de la résistance, la Sécu, etc., les pensions de retraite sont extrêmement faibles. Ça s'apparentait plutôt à un minimum vieillesse, si vous voulez. Bon, alors évidemment, si ceux qui ont cotisé beaucoup ne reçoivent plus qu'un minimum vieillesse, je vous dis pas que ça va pas faire couiner, mais à un moment donné, dans les pays dont les caisses sont vides, c'est ce qu'il se passe. Et c'est ce qui s'était passé en Grèce, David, c'est ce qui s'était passé en Argentine. Quand à un moment donné, il n'y a plus assez d'argent à répartir, puisqu'on n'a pas capitalisé, eh bien, on répartit la misère, c'est-à-dire qu'on répartit de moins en moins. Je ne vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est souhaitable, mais je vous dis qu'à un moment donné, il faudra faire des choix. Mais et que sur le ces prochain choix, budget, ça peut pas être que la hausse des impôts sur les actifs. J'allais y venir, Charles, quelles sont les marges de manœuvre budgétaires? Il n'y en a pas, donc il y a des choix à faire. Revenir sur les promesses faites aux armées, vu le contexte géopolitique, j'ai comme un doute. Désindexer les pensions de retraite, j'attends de voir si l'Assemblée nationale vote ça. La veille d'une élection présidentielle, je ne pense pas. On fait comment? Voilà, la veille d'une élection présidentielle. Alors là, on est en train de re-rentrer. Alors, vous voyez, on quitte c'était vraiment des successions de crises. Donc, on s'est tapé pour l'économie française toutes les discussions budgétaires, Bayrou qui démissionne, le Cornu 1, le Cornu 2, le Cornu 3, bon bref. Donc, bref, au moins on peut rendre à Le Cornu ce qui appartient à Le Cornu, c'est-à-dire qu'il a été capable de faire voter un budget pour ce pays. Mais on recommence le psychodrame là. La réalité, c'est que cette lettre de courrier et de cadrage de M. Lecornu, c'est le premier acte du nouveau psychodrame de la nouvelle discussion budgétaire. Et donc, il a assuré qu'il n'y aura pas de proposition de Premier ministre, de proposition de hausse d'impôts dans son budget 2027. Est-ce qu'on le croit ou pas, ou est-ce qu'in fine, comme à chaque fois, on va se taper des hausses d'impôts, même si elles sont centrées sur les grandes entreprises essentiellement, sachant que Bercy a laissé fuiter l'idée que le déficit public français va tout droit vers au-delà de 6% en 2027. Oui, mais encore une fois, personne ne veut dire la vérité et personne, à un moment donné, ne veut mettre réellement le haut là à tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire aux administrations, aux communes qui crament l'argent n'importe comment, aux collectivités locales, et puis évidemment aux citoyens. Aujourd'hui, on a le tiers payant sur tout. Votre carte vitale, c'est devenu une carte bleue. Enfin, mais tout est devenu délirant. Donc à un moment, et on indexe tous les minima sociaux. Bon, mais un minima social n'a pas forcément à être indexé.
Bon. Donc tout ça, si vous voulez, de toute manière, on se retrouve dans une situation où, au bout du bout, on va repartir encore dans un psychodrame de discussion budgétaire. Avec des hausses d'impôts ou pas, in fine, sur 2027, qui sont inéluctables. Mais la hausse d'impôts, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et puis la hausse d'impôts, c'est très populaire. Donc on va dire qu'on va faire taxer les méchants riches. Vous avez vu que d'après l'Observatoire des inégalités, le méchant riche, il commence à 4 500 euros par mois. Évidemment, à 4 500 euros par mois, on est un méchant riche. Alors évidemment, on est riche par rapport à un type qui gagne le SMIC. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la richesse. Soyons un petit peu sérieux. Mais même 10 000 euros, c'est pas la richesse. Quand vous me parlez de la richesse, vous me parlez d'un monsieur comme Bernard Arnault, qui est un milliardaire, des multimillionnaires, etc. Mais un multimillionnaire, c'est pas 3 millions d'euros. Un multimillionnaire, c'est 100, 200, 300 millions d'euros. Bon, faut un peu arrêter avec ce misérabilisme. Donc, si vous voulez, on se retrouve encore une fois dans une situation où on va évidemment augmenter la pression fiscale, alors que nous sommes dans le pays qui est le plus fiscalisé. Et plus nous augmentons la pression fiscale, David, plus nous euthanasifions et nous détruisons, vous l'avez compris, l'activité économique, l'attractivité économique de notre pays. Et tout ça, évidemment, ça n'entraîne que de la récession. C'est la courbe de l'affaire. Et plus on taxe, moins on rentre de rentrée fiscale. Et tout ça est extrêmement logique, si vous voulez. Je rappelle aussi qu'il y a un autre effet qui est pas pris en compte. Tous les acomptes, par exemple, d'IS ou d'impôt sur le revenu, se font sur l'année précédente. Hein. Donc, il y a en plus un effet retard aujourd'hui dans les finances publiques qui est absolument considérable. L'IS qui est payé aujourd'hui par les sociétés, l'est sur les bénéfices, sur des acomptes calculés sur les bénéfices de l'année précédente. Il va y avoir des gros remboursements d'impôts sur les sociétés et des remboursements d'impôts sur le revenu. Ça va faire mal aussi aux finances de l'État. Bref, oui, on est dans une situation catastrophique. Il faudra se faire mal. Vous avez raison, c'est pas en année électorale présidentielle qu'on va encore faire de gros efforts. Il va falloir compter sur la compréhension et la bienveillance des agences de notation. Voilà, une autre histoire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Charles Sana, fondateur du site Le Grenier de l'Écho. Salut Charles, bonne semaine. Merci David, merci à tous.